Salut Clément. Bonjour. Salut. Salut, salut. Merci Clément d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Tu es un peu notre spécialiste de la politique aux États-Unis, donc on fait encore appel à toi. On avait envie évidemment de revenir avec toi sur l'élection de Joe Biden ce week-end dernier, sur ce que ça va changer pour les États-Unis, sur ce que ça va changer pour les Américains, revenir aussi sur le contenu du programme de Joe Biden. Mais d'abord, toi qui connais bien Bernie Sanders, tu es même l'auteur de Démocratie, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, Democracies. Democracies, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders aux éditions Max Milo et Qui mal y pense. C'est quoi les relations de Joe Biden avec la gauche des démocrates, avec Sanders en particulier? Il y a trois composantes dans la relation entre Bernie Sanders et Joe Biden. Le premier, c'est que c'est une amitié entre deux hommes qui sont au Sénat depuis plusieurs années ensemble, qui se connaissent de longue date et qui ont, contrairement à 2016 entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, une complicité, une proximité humaine forte. L'autre aspect, c'est que Joe Biden était le favori de la primaire contre lequel Bernie Sanders s'est battu farouchement durant l'année 2019 et le début de l'année 2020, campagne des primaires pendant laquelle Bernie Sanders et son équipe ont été intraitables sur ce qu'on appelle le flip-flopping, donc le fait de changer d'avis au cours d'un mandat ou au cours d'une vie politique de Joe Biden. Et du coup, sa campagne a été relativement agressive, mais on va dire en tout cas assertive. Voilà, la campagne de Bernie Sanders a été assertive sur le candidat Joe Biden en critiquant ses prises de position proches de ségrégationnistes, en critiquant ses positions sur la sécurité sociale, etc. etc. À partir de la fin des primaires en avril et de l'abandon de Bernie Sanders, là, on est rentré dans une troisième phase de leur relation, qui est une phase où Bernie Sanders a fait en sorte d'être extrêmement soutenant dans la victoire de Joe Biden et tout comme les autres progressistes, Ocasio-Cortez en tête notamment, de vraiment retenir leurs coups et leurs critiques sur Joe Biden pour s'assurer que les démocrates sortiraient victorieux le 3 novembre. Ça n'a pas été le 3 exactement, ça a été quelques jours après, mais leur pari a été gagnant. Tu parles de Sanders, mais il y a aussi Alexandria Ocasio-Cortez qui, dans une interview au New York Times, qui a été faite juste après l'annonce par la presse de la victoire de Joe Biden, a des mots assez durs finalement contre le clan Biden, qui semble accuser, c'est ce qu'on lit en tout cas entre les lignes dans l'interview d'Ocasio-Cortez, que le clan Biden accuse à demi-mot le camp Sanders d'avoir été une épine dans leurs pieds pendant cette campagne. C'est quoi la relation, plus largement au-delà de la relation de Biden et Sanders, c'est quoi la relation du camp Sanders avec le camp Biden? Déjà, sur l'accusation d'épine dans le pied, on a quand même le sentiment assez partagé que les centristes ont toujours l'impression que les gens plus à gauche d'eux sont toujours des épines dans leurs pieds, même quand ça amène à des résultats qui ne sont pas une défaite. C'est ce qu'on appelle le débat politique et s'il y en a que ça gêne, il y a d'autres régimes que le débat politique libre. A priori, du coup, c'est une accusation, même si la démocratie américaine est déficiente, je trouve que c'est une accusation qui est très étrange dans un débat démocratique de considérer qu'une partie progressiste de l'échiquier politique serait un problème, surtout quand elle travaille main dans la main à votre élection. Pourquoi cette accusation cependant? C'est parce que la gauche du parti, incarnée notamment par Ocasio-Cortez, Sanders et moindrement par Elizabeth Warren, mais aussi par les élus de la squad, considère que Joe Biden avait annoncé dès le début un programme peu ambitieux, que ce programme peu ambitieux n'était pas à la hauteur de la situation des États-Unis et pas apte à gagner. On se rappelle qu'en 2019, typiquement, devant ses donateurs, Joe Biden avait affirmé « Avec moi, rien ne changera fondamentalement. Nothing will fundamentally change ». C'est exactement ces mots. Ce n'est pas forcément ce qu'on peut attendre de quelqu'un quand on a le sentiment, comme c'est le cas d'Ocasio-Cortez et Sanders, que l'élection de Trump n'est pas le problème de fond, mais un stigmate, un symptôme de problèmes de fond, d'inégalité et de différents problèmes qui traverse la société américaine. Le constat des démocrates qui soutenaient Biden depuis le début, c'est des gens relativement proches d'Hillary Clinton, c'est que Trump serait un point aberrant.
si on n'est pas d'accord sur ce constat-là, c'est normal qu'on sente des tensions. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun a fait un pas vers l'autre, puisque durant la fin de la primaire et jusqu'au 3 novembre, il y a eu des groupes de travail croisés, notamment le groupe climat sur lequel Ocasio-Cortez était coprésidente, même si elle savait dès le début qu'elle n'obtiendrait pas un Green New Deal à la hauteur de ce qu'elle souhaitait. Donc, on peut quand même considérer qu'au-delà des invectives un peu tapageuses, il y a quand même un vrai travail main dans la main. Et ensuite, il y a aussi un travail qui a été mené de mobilisation de terrain. On peut quand même reconnaître le fait que dans des États clés, c'est des personnes plus progressistes, plus engagées que Joe Biden qui ont fait la différence. On peut notamment penser à Stacey Abrams en Géorgie, qui a été une des chevilles ouvrières du retournement de situation de la Géorgie en faveur de Joe Biden. Stacey Abrams n'est pas autant de gauche que Ocasio-Cortez et Bernie Sanders, elle est quand même plus progressiste que Joe Biden, ce qui n'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce que ça laisse à voir justement sur les futures relations dans le cadre de cette prochaine mandature de Joe Biden? Est-ce qu'il va y avoir une place pour le camp Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez dans le dispositif de Joe Biden, ou est-ce qu'ils seront justement les frondeurs, comme on les a connus en France, de la mandature Biden? Alors là où, pour moi, c'est assez clair que ça ne peut pas être de simples frondeurs, c'est que les frondeurs étaient une opposition interne au Parti socialiste face à un président qui avait annoncé que son ennemi, c'était la finance et qui n'en a rien fait. La chance qu'on a, entre guillemets, avec Joe Biden, c'est que même s'il a un programme plus progressiste que ce qu'il avait au début, ses intentions sont claires. C'est de recentrer l'échiquier politique américain autour d'un camp de l'establishment plus modéré et plus serein. Là où, du coup, la position des progressistes a des chances d'être plus constructive que le débat interne qui avait eu lieu de la part des fondeurs, c'est qu'eux, ils préparent déjà 2022 et 2024. Leur but, c'est de faire basculer structurellement le Parti démocrate vers un progressisme assumé à la hauteur de l'enjeu social et environnemental et économique auquel est confronté le pays. Donc, on n'est pas sur rétablir des promesses de campagne et être cohérent par rapport à une ambition de base. On sait tous on sait tous. Le programme de Joe Biden est plus ambitieux que ce qu'il avait à la base, mais il n'est pas contraignant. Et le personnage de Joe Biden est suffisamment clair politiquement, il est suffisamment en fin de parcours politique pour qu'on ne s'attende pas à ce que tout d'un coup, il devienne Franklin Delano Roosevelt. En revanche, on va dire que pour faire un parallèle, je lisais un article très intéressant là-dessus ce matin qui disait Joe Biden ne peut pas être le Franklin Delano Roosevelt du XXIe siècle. En revanche, il peut être encore le Lyndon B. Johnson du XXIe siècle. Et donc, en fait, être cette personne qui, relativement centriste, face à une situation historique et celle qui passe notamment la réforme de réaffirmation des droits civiques. Centriste, on peut. Pardon Pablo, mais juste je voudrais rebondir parce que c'est vrai que même dans ce dispositif, quand je te parlais du dispositif qui était prévu justement pour cette gauche, on voit même qu'une femme comme Elizabeth Warren, qui était elle-même candidate à l'investiture des démocrates, elle serait même déjà trop à gauche, alors que ce n'est pas vraiment ce qui la caractérise, alors qu'elle était pressentie justement dans le dispositif Biden pour prendre la tête du Trésor public, par exemple, et que ça ne serait plus d'actualité. En revanche, Biden, visiblement, donnerait des postes à des républicains, à des postes clés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement? Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens institutionnels pour composer comme il voudrait, justement, son équipe, parce qu'on sait que les nominations de Joe Biden seront soumises à l'approbation du Sénat, ou est-ce que, au contraire, ça veut dire que délibérément, il va envoyer un signal à la droite sénatoriale et au monde des affaires? Petit retour en arrière là-dessus. Donc, pour que tout le monde comprenne, les démocrates ont gagné la Maison-Blanche. Ils ont conservé, mais avec moins de sièges pour le moment, la Chambre des représentants, qui est le Parlement. Et en revanche, ils sont pour le moment touche-touche, si mes données sont justes, sur le Sénat, et ils risquent du coup d'y rester minoritaires. Du coup, ce point étant précisé, c'est aussi un des éléments qui explique pourquoi la victoire de Joe Biden est en demi-teinte. C'est-à-dire que même si effectivement on peut saluer le fait qu'il a récupéré 5 États de plus par rapport à 2016, qu'il a un écart de 7 millions de voix annoncées à terme, 6 à 7 millions avec Donald Trump, sa victoire reste politiquement
en demi-teinte parce qu'il n'a pas récupéré franchement tous les outils du pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre un programme. Et du coup, cette précision étant faite, effectivement, il y a une tension à réussir à avoir un cabinet qui soit validé par le Sénat. La question, c'est est-ce qu'il n'en fait pas trop? Comment réussir à négocier? Est-ce qu'il peut donner certains postes à des républicains, mais du coup réussir à négocier certains postes plus progressistes? Le souci, c'est que j'ai le sentiment que dans la tête de Joe Biden, ce n'est pas un jeu de moyenne, c'est un jeu de ligne rouge. Et du coup, il serait prêt probablement à donner des postes à des républicains, mais pas forcément à le compenser avec des postes plus progressistes. Après, ce qui est intéressant et ce qui va probablement s'enclencher dans les prochaines semaines, dès que les gesticulations de Donald Trump auront cessé sur la contestation du résultat, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer pour une démocratie saine, là on va pouvoir avoir un jeu de tractation, de débat, d'influence, et où des gens comme Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, Bernie Sanders vont peser de leur poids, expliquer pourquoi c'est pertinent, quel est le périmètre sur lequel ils peuvent obtenir quelque chose. L'autre élément, c'est que typiquement pour un Bernie Sanders, faut se rappeler que ça a été un sénateur durant plusieurs années et qu'il a réussi souvent à faire passer des lois avec des sénateurs républicains en co-signataires. Donc, il ne faudrait pas être non plus trop binaire, et on peut espérer que du coup Joe Biden ne soit lui-même pas trop binaire là-dessus. Avoir Bernie Sanders ou un progressiste à certains postes proposé n'a pas comme conséquence directe d'être refusé par n'importe quel républicain. La question, c'est comment on enrobe la chose d'une manière qui satisfasse tout le monde. Alors, il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, et pourtant que Joe Biden, a mis très en avant dans la campagne. C'est sa partenaire dans son ticket. C'est celle qui va sans doute devenir la future vice-présidente des États-Unis. C'est Kamala Harris. Quand on voit que Trump a fait quand même de très bons scores auprès des minorités, des Noirs et des Latinos, quel rôle tu penses qu'elle va jouer? Est-ce que tu penses qu'elle va avoir, est-ce qu'elle peut jouer en fait sur cette question qui semble très importante, cette question de la race aux États-Unis? Est-ce qu'elle peut, ou est-ce qu'elle va avoir un rôle, comme souvent les vice-présidents, un rôle très en demi-teinte? Alors, deux éléments là-dessus. Le premier, c'est que dans le rapport au vote des minorités, je doute que la place de Kamala Harris sur le ticket ait fait une différence significative, au sens où typiquement pour la minorité noire, le fait que Joe Biden ait été durant 8 ans vice-président du premier président noir des États-Unis était déjà suffisamment un signe clair. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'affaissement chez les minorités des démocrates par rapport à 2016 peut s'expliquer par le fait que les démocrates, encore plus qu'en 2016, ont cru que ces communautés leur étaient acquises. On se rappelle d'une interview de Joe Biden en avril dernier qui répondait à un intervieweur noir: si vous êtes noir et que vous hésitez entre moi et Donald Trump, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas noir. Ce qui est d'une condescendance ahurissante et, on va dire, traduit une posture qui n'est pas une posture de conquête de cet électorat, mais de sécurisation comme s'il lui était déjà acquis. De la même manière, il est probable que donc il y a la minorité noire, il y a la minorité latino. La minorité latino a plusieurs subdivisions. Il y a les latinos de Floride qui sont issus d'une immigration souvent politique du Venezuela et de Cuba, qui sont du coup plus attachés à un discours farouchement antisocialiste qu'on trouvera chez les républicains, ce qui explique que typiquement la minorité latino de Floride ait aidé Donald Trump à conserver la Floride. En revanche, les minorités latino du Texas sont des minorités qui sont encore clairement à conquérir. Et on a vu dans certains comtés du Texas des très bons scores malgré une minorité latino forte pour Donald Trump, ce qui montre qu'effectivement, il ne suffit pas de croire que la posture de rejet de Donald Trump va amener les latinos dans le camp démocrate. Donc ça, c'est pour le résultat du vote sur les minorités. Après, il y a une autre question, c'est le rôle de Kamala Harris au sein de ce mandat, et il va être probablement significativement différent de précédents vice-présidents. Donc, parce que Joe Biden est le président le plus vieux jamais élu aux États-Unis, qu'un mandat de 4 ans, c'est long, c'est éprouvant,
et que du coup, il est très probable qu'elle soit beaucoup plus impliquée en soutien dans les dossiers, pas juste en conseillère, mais vraiment quasi en décisionnaire pour reposer le président, qui est quand même une santé qui n'est pas ultra florissante. L'autre élément, c'est que Kamala Harris, en tant que vice-présidente, va avoir un rôle beaucoup plus fort que dans les précédents mandats, puisque Joe Biden est vieux et qu'il est probable qu'en cours de mandat, il ait besoin soit d'un fort soutien, soit tout simplement de passer la main. Et notamment stratégiquement, on peut imaginer un scénario où Joe Biden se retire de ses fonctions un an avant l'élection pour donner carte blanche à Kamala Harris en tant que présidente et que du coup, elle incarne déjà la fonction pour une réélection plus facilement assurée. C'est en tout cas un des scénarios possibles, ce qui explique pourquoi Kamala Harris a vraiment un rôle beaucoup plus fort que d'autres vice-présidents ont pu avoir dans l'histoire américaine. Alors, Kamala Harris, elle a aussi elle a quand même, elle vient de quelque part. Hein, elle était procureure générale pendant 6 ans, je crois, en Californie. Et son bilan, il est pour le moins contrasté. Certains à gauche lui reprochent une très grande prudence dans certaines affaires pénales. Où elle se situe en fait sur l'échiquier politique au sein du Parti démocrate? Kamala Harris est un personnage complexe sur lequel vous allez avoir dans les jours qui viennent de nombreux portraits et je ne pourrais pas le résumer là en quelques phrases. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'alliance avec les GAFA, elle a une proximité forte et elle n'a pas du tout les critiques à la rencontre qu'une Elizabeth Warren pouvait avoir sur la question de son passif son passé en tant que procureur. Elle a effectivement une manière d'appliquer la loi qui a été parfois très rigoureuse et du coup stigmatisante pour des minorités. On se rappelle notamment ce paradoxe où elle a du coup, en tant que procureur, mis en prison des personnes de minorité notamment, mais pas que, pour possession illégale de drogue. Et en même temps, durant la campagne des primaires, quand elle était encore candidate, on lui a demandé est-ce que vous avez déjà fumé de la marijuana? Elle a ri avec ironie, comme si c'était une évidence que oui. Ce qui montre quand même un rapport à la loi assez étrange, ambivalent, fort avec les faibles et faible avec les puissants. Néanmoins, on peut quand même mettre à son crédit une logique, un soutien fort dans la réforme de l'assurance maladie. Je ne saurais pas vous dire exactement si elle est pour un Medicare for All similaire à celui de Bernie Sanders. Je sais juste je me souviens en tout cas qu'elle est beaucoup plus progressiste que Joe Biden et qu'elle lui avait reproché durant les débats communs que sa réforme de l'assurance santé laissait des millions d'Américains encore sur le carreau. Donc, on peut espérer qu'elle aille vers une bonification du programme de Biden dans les faits à ce sujet. Justement, sur le programme, rappelle-nous, c'était quoi les mesures phares du candidat Biden et surtout celles qui ont de grandes chances de voir le jour aux États-Unis? S'il y en avait. Alors, il y a sur la question de la santé, il y avait un abaissement de l'âge d'accès au Medicare, qui est du coup le programme qui est pour les personnes âgées de couverture santé. C'est un abaissement qui est assez faible. Hein. Je crois qu'on l'abaisse à 55 alors qu'il est à 60 aujourd'hui au lieu de l'abaisser à 50 comme par exemple avait pu le proposer Hillary Clinton en 2016 et l'abaisser à accessible à tous comme l'aurait souhaité Bernie Sanders. C'est néanmoins quand même un point important. Sur la question du climat, il a un propos qui est beaucoup plus fort que Hillary Clinton il y a 4 ans et que même lui-même en début de campagne. Joe Biden a pu affirmer comme ça en fin de campagne que le climat était un danger existentiel, une existential threat, comme ils disent, pour les États-Unis. C'est un propos qui, il y a 4 ans, passait pour radical. Donc, même s'il n'est pas sur un Green New Deal, il est beaucoup plus ambitieux. De manière symbolique et du coup largement insuffisante, il est pour la réintégration de l'accord de Paris. Mais en revanche, sur la politique de développement d'énergie renouvelable, d'économie de pétrole, etc., il y a vraiment un versant qui a été développé là-dessus en cours de campagne, notamment par le groupe de travail que copilotait Alexandria Ocasio-Cortez. Ensuite, il y a d'autres éléments sur lesquels les démocrates sont très rassemblés, notamment la fin des prisons privées, qui est un système assez ahurissant où il y a des gens qui gagnent de l'argent à ce qu'on ait un système judiciaire qui en emprisonne plus, parfois pour des menus délits. Et il y a aussi une réforme de la question de l'immigration pour s'assurer qu'on ne soit plus sur des cas humanitaires
aussi déchirant que ce qu'on a pu voir sous la mandature Trump qui a géré ça avec une grande violence. On a une dernière question, Clément. Donald Trump a toujours pas reconnu sa défaite et le Trumpisme est loin d'être mort. Certains parlent d'un pays divisé en deux pays à l'intérieur d'un même État. Est-ce qu'il faut craindre dans ce climat très conflictuel pour la paix civile aux États-Unis? C'est une question compliquée qui amènerait à tenter de faire des pronostics et des scénarios de On peut quand perspective. même dire que ça va quand même beaucoup dépendre de l'attitude de Donald Trump dans les prochaines semaines quand même. Il y a plusieurs acteurs en tout cas. Donc, tu as raison, Pierre. La question, c'est quel est le jeu d'acteur qui peut amener soit une guerre civile, soit un apaisement. Ce jeu d'acteurs, il est au moins triple. Il y a Donald Trump lui-même et son entourage, donc Donald, Ivanka, Donald Jr. et compagnie. Il y a l'establishment républicain qui, pour le moment, ne tombe pas du tout dans la rhétorique de Donald Trump et prend vraiment ses distances. Je lisais avec ironie un tweet comme quoi les sénateurs républicains étaient tous probablement en chemin pour une retraite de yoga sans Internet parce qu'il était très difficile à joindre ces derniers jours. Bon, ironie mise à part, ça montre quand même une vraie distance entre les élus républicains et la posture actuelle de Donald Trump. Le troisième aspect, c'est les médias, notamment Fox News, qui ont fait ces derniers temps, donc les médias conservateurs, puisque la parole de CNN et de MSNBC n'est pas vraiment quelque chose d'audible pour les républicains. En revanche, les médias conservateurs, notamment Fox News, ont fait un travail qu'on peut vraiment saluer d'intégrité journalistique ces derniers jours, alors que durant le mandat de Trump, ils ont eu une grande complaisance sur ces mensonges. Là, ils cherchent vraiment à débunker ces contre-vérités et à accompagner, on va dire, l'opinion publique républicaine vers une acceptation de la défaite de Donald Trump. Le quatrième versant, c'est comment la sphère Internet va réagir. Je ne le mets pas dans les trois piliers principaux parce que c'est un point qui est très visible de l'étranger parce que c'est un point auquel on a accès, la twittosphère, etc. Mais ça reste un élément marginal et, et qui, du coup, n'est pas aussi structurant de l'opinion publique américaine que ce qu'on pourrait craindre. QAnon, c'est encore marginal. Le souci, c'est si QAnon décide de faire des attentats contre Donald Trump, ils vont être marginaux, ils seront significatifs dans leur impact. Et c'est pour ça que ce quatrième point reste en suspens pour le moment. Merci beaucoup, Clément. Merci Clément. Merci à vous.